Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mitima de la chance, c'est moi. J'ai tout le plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Celui qui est à la technique télévision s'appelle tout simplement Jean-Marie Chokano, mais ici, à Radio-Télévision Ngoma ya Kivu, nous allons l'appeler Alain Moloto, nous-mêmes nous savons pourquoi. Et du côté de la technique radio, l'équipe Lusombo assure la mise en onde. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission débat chez vous à la maison ou partout ailleurs, là où nous pouvons vous atteindre, mesdames, messieurs, partout dans le monde entier. Vous nous suivez sur notre site internet en direct à la radio, sur les www.rtnk.org. Merci à vous tous et à vous toutes. Donc, à vous qui nous suivez également à la radio, c'est un plaisir pour nous parce que l'émission est présentée à la télévision en direct sur le plateau de RTNK, alors que nous sommes également en direct en ce moment à la radio tous les dimanches matin de 8h30 à 10h30, rediffusion dimanche soir à la télévision de 20h à 22h et à la radio de 22h à 0h. Et donc nous sommes très heureux de vous accompagner. Attention, n'oubliez pas, c'est une rediffusion tous les lundis matin de 6h à 8h sur la télévision de Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Il s'agit donc d'un décryptage de l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, dans cette émission débat, il y a deux sujets qui nous intéressent. Le mois de la femme, on en parle. On en parlait encore dimanche, le 7 mars dernier. On en parle également aujourd'hui, après la journée internationale de la femme. Mais attention, le mois de la femme qui continue donc pour tous ces mois de mars, permettez la tautologie. Eh bien, les femmes ont donc fêté différemment cette journée internationale de la femme et ils continuent toujours dans les mois de la femme. Ces mois de lutte pour les droits des femmes. N'oubliez pas la lutte pour le leadership féminin, surtout dans cette période. On va y revenir. Dimanche passé, nous avons vu la situation que traverse la femme, comment elle est affectée par la pandémie à coronavirus. Et nous avons un tout petit peu jeté un coup de projecteur sur la femme dans les milieux politiques. On va en parler encore dans cette émission débat, surtout qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec certaines choses. Vous allez écouter certaines femmes qui seront également avec moi sur ces plateaux des radio-télévision Ngoma ya Kivu pour en parler. Est-ce que c'est vraiment facile? Est-ce que les partis politiques favorisent les femmes ou soit facilitent les femmes à exercer les leadership dans ces milieux-là politiques? On va essayer de voir cela. Le leadership féminin, est-ce que c'est vraiment facile aux femmes d'accéder au poste de décision dans la province du Sud Kivu? Et qu'en est-il de la situation dans les partis politiques? On va essayer de les voir. Également, la deuxième partie de cette émission débat va nous amener à parler de cette problématique de la décentralisation en République démocratique du Congo. Vous savez, elle est consacrée par la Constitution. On parle des 40% qu'il faut retenir à la source. Pourquoi ça pose problème dans différentes provinces de la RDC? Quelle est la situation actuelle? Il y en a même qui pensent qu'il faudrait peut-être songer au fédéralisme. Est-ce que c'est une bonne idée? Comment y arriver? On va en parler dans cette émission débat. Ce sera donc la deuxième partie de cette émission débat. Mais avant d'aborder les deux sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Madame Irène Malekera. Elle est responsable de plusieurs organisations, mais je veux qu'on parle de son business. Bonjour Madame. Bonjour. Et bienvenue Irène Malekera. Merci beaucoup. Question, qui est Irène? En bref. Irène Malekera est membre d'une organisation qu'on appelle Hope in the Nature, où nous faisons la culture des champignons et le recyclage des déchets. Et elle est aussi coordonnatrice de l'entreprise Bubbles. Ça veut dire? Bubbles avec comme slogan Fresh Hand Cosmetic Swap, c'est-à-dire les cosmétiques faits à la main. Vous parlez anglais? Oui, je parle anglais. Là, c'est vraiment des mots anglais, hein, toujours anglais. Bubbles. Pour celui qui ne connaît rien, là, les bubbles, ça veut dire? Les bubbles, on a nommé notre entreprise Bubbles parce qu'on a différents produits. Oui. Et donc, c'est comme les bubbles. Les bubbles, ce sont des builders. On a différents produits, alors on a nommé ça Bubbles. D'accord. Et c'est vous la responsable ici à Bukavu, au site Kivu? Oui, je suis la responsable ici au site Kivu. Et c'est depuis quand la création?
La création, c'est depuis l'année passée, pendant les confinements, au mois de mai. Alors, c'est depuis les confinements au mois de mai, ce n'était pas du tout facile de créer une entreprise dans cette dure période. Hein, donc, durant le confinement, c'était pas surtout qu'il y avait trop de restrictions. Oui. C'était pas facile, mais nous avons sauté sur une opportunité à l'ONIFAM, où on nous apprenait à fabriquer les cosmétiques à la main. Et je dis que c'était intéressant, et vu la crise économique qu'on traversait. Et donc, vous savez fabriquer les savons. Il y en a quelques-uns. Vous pouvez montrer vous-même? Oui, nous avons plusieurs produits. Des produits que vous avez des savons, nous avons le miel aussi. Oui. Et il y a le miel sur ma table ici? Non, je n'ai pas apporté ça, mais nous en avons. Je ne vois que des savons, j'allais vous poser la question. Mais dans ces savons, il y a le miel. Malheureusement, on ne voit pas. Est-ce que vous pouvez montrer à ceux qui sont en train de... Nous avons 5 sortes de savons. Oui. C'est vous qui produisez ça vous-même avec une équipe de combien de personnes? Nous sommes à 3. 2 partenaires sont en Europe, mais nous sommes toujours en contact. Et ici, j'ai plus de 10 femmes qui sont en train de faire le marketing de nos produits. Vous fabriquez les savons? Oui, nous avons 5 sortes de savons. Et nous avons les savons papaye, c'est à base de papaye et du miel. Vous cultivez les papayes? Oui, on en cultive. Nous avons les savons au curcuma au miel. Nous produisons aussi du miel. Et le curcuma, j'achète ça auprès des autres cultivateurs. Oui. Nous avons les savons romaré. C'est à base du miel et du romaré. Vous voyez le dessin ici. Nous avons le savon laurier. C'est à base du miel et du feuille de laurier. Il y a un autre savon que j'ai oublié, c'est le savon qu'on a nommé Super Bébé parce que ça a des astuces vraiment super pour les soins des bébés, les soins des enfants. Et quelle est la différence de vos savons ici avec d'autres savons qui fait par exemple? Nos savons ici, chaque savon a ses propriétés. Au fait, ce sont des savons produits à partir d'un processus qu'on appelle la saponification. La saponification à froid produit des savons à base des produits. Donc, dans leur état, nous, on n'utilise pas le feu, donc on ne les prépare pas. Oui. Donc, les astuces, les savons gardent leurs astuces. Parce qu'il y a des produits bio. C'est pas cuit au feu? Non, cuit au feu, oui. Ok. Et c'est spécifique aux femmes ou les femmes et les hommes peuvent en utiliser sans problème? Non, c'est pour tout le monde. C'est pour toute la famille. J'ai même mentionné sur l'emballage. Et d'où est venue l'idée de créer cette entreprise? C'est pour aider les femmes, pour aider toute la société? C'est quoi exactement? Et pourquoi utiliser rien que les femmes? Vous avez parlé des 10 femmes. Pourquoi les femmes? Je ne vais pas seulement les femmes. J'ai oublié, j'ai aussi des garçons. 2 garçons? Oui. 10 femmes, 2 hommes. Ça c'est bien. Ça s'appelle parité aussi. Hein? Oui, c'est la parité. D'accord. Au fait, l'idée est venue parce que je trouvais qu'au marché, il n'y avait pas les savons fabriqués ici de bonne qualité, les savons cosmétiques, les savons qu'on utilise sur le visage et sur le corps. Tous les savons sont importés du Burundi et du Rwanda et de l'Ouganda et d'ailleurs. Alors que je me suis rendu compte que nous avons toute la matière première pour fabriquer les savons. On en a ici à 99,9%. Je me suis rendu compte que nos huiles sont importées et sont exportées au Rwanda, au Burundi. Nos huiles cosmétiques que nous produisons à Bunyakiri, l'huile palmiste, nous en avons en grande quantité. Mais je ne comprends pas pourquoi on attend toujours que l'étranger nous fournisse des savons. Oui. C'est ce qui m'a poussé à penser à ces savons ici. Oui. Mais aussi, il y a des savons importés qui ont détruit les peaux de nos filles, nos mamans, nos enfants. Elles étaient noires, actuellement elles sont brunes, mais elles sont plus que les bazooms. Mais nos savons ici, ça va éclaircir naturellement. D'accord. Donc ça c'est l'huile de palme qui provient de Bunyakiri, c'est ça? Oui, c'est l'huile de palme qui provient de Bunyakiri. Est-ce que la route entre Bukavu et Bunyakiri vous facilite la tâche et même la situation sécuritaire? C'est tout un problème aussi. Il y a l'huile disponible à Bunyakiri, mais s'en procurer, ça devient tout un problème. Mais on s'efforce quand même de trouver de petites quantités.
si les gouvernements pouvaient nous aider à serrer la route là, à l'arranger pour que nous puissions avoir une grande quantité de savon, parce que j'aimerais bien que tout le monde, toutes les familles utilisent ce savon, qu'on ait même l'occasion d'envoyer ça dans d'autres provinces et pourquoi pas dans d'autres pays. Merci bien. Irène, est-ce que c'est vraiment si facile pour la femme du Sud Kivu d'emprunter ce tronçon routier Bukavu-Bunyakiri, ou bien ça c'est vraiment risqué, hein? Vu l'état, vous avez déploré l'état de la route, mais également la sécurité, est-ce qu'elle est vraiment assurée? C'est sécurisé cette route? Non, la route n'est pas sécurisée en tout cas. Mais quand même la femme s'efforce toujours. On s'efforce. Oui. On a l'obligation de s'efforcer parce que j'ai remarqué qu'ici au Sud Kivu, nous sommes vraiment en arrière, on n'avance pas, contrairement aux autres provinces. J'étais à Goma l'année passée avec les concours qu'on a fait avec Hopin de Netja pour la culture des champignons au festival Amani. Je trouvais que les femmes de Goma travaillent fortement. Elles se battent et ont créé des organisations pour produire des histoires. Contrairement à nous, vraiment, nous sommes en retard. Si le gouvernement peut nous aider, oui, pour qu'on se procure des produits, donc de la matière première, oui, pour fabriquer quelque chose, parce que nous sommes aussi capables. Bien, bien. On va se séparer tout à l'heure, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, au quotidien, dans cette fabrication des savons et dans d'autres activités que vous faites? Et les difficultés que nous rencontrons, c'est d'abord nous procurer de la matière première. D'autres, il y a les gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent utiliser nos produits locaux et croient que les produits importés sont les plus bons, alors que nous sommes aussi à mesure de produire de très bons produits, plus que les produits importés, parce qu'on ne sait même pas c'est quoi ce qu'ils mettent dans leurs produits. Alors, tournez-vous vers cette caméra-là et adressez-vous à ceux qui vous suivent. Qu'est-ce que vous leur conseillez? On va terminer. Oui, je conseille surtout à toute la population d'avoir confiance en nous, d'utiliser nos savons parce que ce sont de très bons savons, les savons qui assainissent la peau et qui réparent aussi les peaux endommagées. Je demande aussi aux femmes... Et des femmes qui ont des boutons. Les femmes qui ont des boutons vont trouver leur solution dans nos savons ici. Oui, aux femmes aussi d'être courageuses, d'entreprendre et de sauter sur des opportunités lorsqu'elles ont cette occasion. Merci bien. Irène Malekera, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous viendrez dans nos émissions, dans d'autres numéros de l'émission Débat si nous nous faisons appel à vous? Oui, oui, sans problème, prochainement. Vous parlez aussi politique? Non. Je l'ai fait par alliance, parce que mon mari, c'est un politicien. Oui. Mon mari, c'est Maître Daniel Waboshi. Ah, ok. Hein? Oui, c'est un politicien, en tout cas, je dois l'accompagner. Mais je ne viendrai pas pour la politique. Les directeurs de cabinet... Parce que les partis sont en politique. Les directeurs de cabinet du gouverneur du Sud Kivu, Maître Daniel Waboshi, qui nous saluons des passages. Moi-même, je ne savais pas. Moi-même, je ne savais pas que c'était bien lui, votre mari. Il est l'un des habitués de cette émission de débat. Il a toujours participé dans cette émission, sauf que depuis qu'il est là, il est un peu embrouillé. D'accord, je vais encore le déranger un tout petit peu. Prochainement, certainement qu'il est en train de suivre cette émission. Merci, Madame Hélène. Et toutes nos salutations à Maître Daniel Waboshi, votre mari. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps que Madame puisse quitter ces plateaux de radio-télévision Goma Kivu, mesdames et messieurs, on marque cette petite pause. Je serai avec l'autre femme sur ce plateau de radio-télévision Goma Kivu pour parler leadership féminin. À tout à l'heure dans quelques instants.
C'est bien. Il y a le Bouya, c'est lui ou l'autre, ce nom-là. Il m'a donné du fil avec le son. Le Bouya Daniela, elle est présidente de l'association Tous pour les genres, le développement et la paix, mais aussi chargée de communication et partenaire de l'aspect. Je suis la relève de la femme et membre du comité de la composante femme du bureau de coordination de la société civile. C'est la première fois d'être avec moi également sur ce plateau. Oui, c'est la première fois. Et bienvenue. Merci. J'espère bien que pour vous trois, ce ne sera pas la dernière fois. Les femmes, vous me permettez Régine? Invitez-nous, on sera là. Christelle? Oui, il faut nous inviter pour que nous puissions venir. Et Ludmilla? Moi je suis partante si tu nous invites. Et surtout, il faut vraiment venir pour que je puisse m'habituer petit à petit à ces noms. Il est italien ou... Non, c'est espagnol. Ah, et non espagnol. Ce qui veut dire? Ma lumière. Ma lumière, Ludmilla, d'accord. Edouard, lorsque votre femme va mettre au monde, alors... En tout cas. Non, je n'ai rien dit. Non, je n'ai rien dit. Bien, merci beaucoup. Ludmilla, je pense pour vous, ça va? Oui, ça va. À la maison, dans les quartiers, Oui, ça va. au boulot également. Au boulot, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Bon, pourquoi avec la situation de la semaine passée, Ouais. ça ne va pas. Ouais, il y a aussi une situation qui vous a choqué, c'est la mort de la jeune fille vers la brasserie. Et vous avez été vraiment choqué, et surtout vous n'êtes pas du tout d'accord avec le verdict qui a été rendu par le tribunal militaire de la garnison de Bukavu, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a choqué? Ce qui m'a choqué, premièrement d'abord, nous sommes encore du mois des droits de la femme. Et donc, ça choque les femmes, personnellement, une organisation féminine, de voir qu'une jeune fille qui sortait paisiblement de l'école et qui s'est rendue à la maison, d'être tuée en plein jour. C'est un peu énervant à cause seulement d'un individu qui a pris un verre de plus. Même la constitution de la RDC, son article 16, dit que la vie est sacrée et tout homme a droit à la vie et nul n'est censé ôter la vie. Et pourquoi expliquer ces phénomènes? Nos dirigeants nous disent quoi? Ils ont emprisonné, je peux dire même les civils qui sont en train de croupir en prison à cause de cet acte-là. Mais l'arme utilisée donc l'arme qui a tué la petite fille, c'est l'arme de qui? Du gouvernement congolais. Et donc le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités en main. Parce que moi je ne pense pas qu'on peut emprisonner un civil alors que l'arme qui a tué l'enfant c'est l'arme du gouvernement. Et donc je pense que notre procureur général qui est une femme doit se pencher à cette situation et revoir encore ces jugements-là. Il doit y mélanger le fait d'être femme et pas dire la loi? Non, c'est pas ça. Ouais. Elle doit mélanger tous les deux. Donc, parce que la loi est aussi du fait qu'elle est une femme. Parce que quand une vie touche... Vous voyez, nous suivons à Béni, il y a des femmes qui sont mortes. Mais quand on commence déjà à assassiner une petite fille pendant la journée, non. Ça, c'est pour saboter les femmes. C'était involontaire. Non, quand même si c'était involontaire, mais quelqu'un a pris un verre de plus, comment ça? Et juste, c'est un adulte qui raisonne. Et on emprisonne, je ne sais pas, un civil, disant que c'est lui qui a été à la cause de ça. Et l'arme qui a été utilisée, c'est l'arme du gouvernement. Et donc notre gouvernement doit encore s'y pencher. Vous n'êtes pas du tout d'accord? Non, personnellement, je ne suis pas d'accord. Il y a un juriste à vos côtés. Maître? Oui, bon, en fait, nous profitons d'abord de ces instants pour adresser nos condoléances les plus attristées à la famille de cette jeune fille. C'est vrai, c'est très malheureux qu'une jeune fille de cet âge-là puisse nous être ôtée parce que, comme madame l'a dit, une personne s'est permis de prendre un verre de trop et il n'a pas pu contenir ses émotions, il n'a pas pu contenir l'acte de prise d'un verre de trop.
qu'il a commis, et on se rend compte qu'avec le temps, c'est un comportement qui va vers le meurtre ou vers l'assassinat d'une personne. C'est vraiment un comportement à condamner. C'est le civil qui a été condamné, et pour les femmes, là, c'est normal. Non, moi je ne pense pas que que l'État congolais soit aussi condamné, parce que l'arme utilisée appartient à l'État congolais. Il est vrai que je n'ai pas encore lu les jugements qui a condamné la personne qui est l'auteur de cet acte ignoble. Mais il est aussi évident que, évidemment, il fallait que l'on identifie l'arme des crimes, et évidemment, il fallait que l'État congolais soit condamné comme civilement responsable. Parce que de toutes les façons, ce policier qui a commis cet acte-là, il est au service de l'État congolais. Et donc, l'État congolais n'a pas pu... l'État congolais a manqué à l'obligation d'encadrement, n'est-ce pas, de son élément. Et bien évidemment, il fallait que l'État congolais soit condamné comme civilement responsable. Merci. Alors que Ludmilla Daniela, elle, se plaint de ces jugements, de ces verdicts. En tout cas, c'est le gouvernement provincial du Sud Kivu qui s'est réjoui de ces verdicts, des verdicts rendus par le tribunal militaire garnison de Bukavu. Je propose d'écouter et de regarder et écouter également le ministre provincial qui est en charge de la communication ici au Sud Kivu. Il est le porte-parole du gouvernement provincial à l'issue de la 41e réunion des ministres au gouvernement provincial du Sud Kivu. Il en parle un tout petit peu dans cet élément. Suivez. L'autorité provinciale a condamné tous les messages xénophobes distillés sur les réseaux sociaux et appelle toutes les communautés à la cohabitation pacifique, gage du développement de la province. Il promet de tout mettre en œuvre pour en dénicher les auteurs et les déférer devant la justice. Par là de la criminalité en ville, le chef de l'exécutif provincial est revenu sur le cas d'une fille mineure du nom de Awezai Ombeni, abattie par balle à la brasserie Bralima le mardi 9 mars 2021 par un criminel du nom de Chikuru Baguma Lissien, qui a voulu ravir l'arme d'un élément de police. Ce criminel a été condamné à la peine de mort et aux dommages et intérêts à la famille, à l'issue d'une audience en procédure de flagrance et en chambre tenue dans la concession de la force navale en face de la Bralima. Il a été reconnu coupable des infractions de meurtre, tentative de meurtre et violation à sentinelle. Le gouvernement provincial encourage la justice et lui demande d'accélérer les autres procès contre tout autre criminel. Le ministre des Mines, Énergie et Environnement a présenté les dossiers relatifs au non-respect de l'acte d'engagement solennel pris par la société civile à l'occasion de la levée de la mesure de suspension des activités minières dans les provinces de Maniema, Nord et Sud Kivu. Le Conseil des ministres a exprimé son mécontentement face à cette attitude qui ne contribue pas à la lutte contre la fraude et la contrebande minière. Des leadership féminin, comment vous l'appréciez, surtout vous, Christelle? Est-ce que c'est vraiment facile pour la femme d'être leader dans la province du Sud Kivu, ou bien vous pensez qu'il y a encore beaucoup à faire?
dans notre province, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas facile pour une femme de prendre la gestion des choses publiques, même en politique, même dans l'administration publique. Parce que les hommes font tout leur possible pour écarter les femmes. Comment ça? Bien. Si on voit, prenons l'exemple de notre gouvernorat, au niveau de la province, on peut compter. Il y a combien de femmes comme conseillers du gouverneur? Il y a combien de femmes qui sont ministres? Si on voit bien, ce sont des minorités. Pour dire que ce sont les femmes qui sont des incapables ou bien quoi? Il y a les femmes qui se battent pour avoir des postes pour diriger. Mais je vois que ce sont les hommes qui battent aussi les femmes pour qu'ils ne puissent pas aller de l'avant. Prenons l'exemple de la division qui fait la haine ces derniers temps où il y a beaucoup de bruit de la fonction publique. Cette division a été créée vers 1980. De 1980 à nos jours, le chef de division qui est là, c'est la première dame à être chef de division. Depuis que les gens étaient là, ils disent qu'ils n'ont jamais vu une femme qui dirige mieux comme cette maman-là. Vous la vantez parce que c'est votre chef, c'est ça? C'est pas pour que c'est notre chef ou c'est une femme, mais c'est le concret. Elle travaille bien. Mais donc les femmes dirigent mieux que les hommes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est mon constat. Maître Edouard est en train de vous écouter tout à l'heure. C'est mon constat. Ouais. Mais les hommes là, les hommes, ils sont des... Je ne sais pas comment dire. Vous n'allez pas les ingérer quand même. Je ne peux pas les ingérer. Mais ils savent corrompre plus que les femmes. On peut donner une place à une femme. Mais la femme, quand l'État et les hommes vont faire toutes choses pour élever cette femme-là dans les postes qu'il occupe, les femmes ne sont pas capables de faire les antivaleurs. Donc les hommes sont vraiment corrupteurs. Plus que les femmes. Ça, c'est accusé l'État congolais, qui a plein de corrupteurs. C'est notre constat. Un constat. Régine, je vous écoute. Vous suivez Christelle tout à l'heure. Elle accuse les hommes. Bon, je respecte l'opinion de tout et chacun. Mais moi, personnellement, je vais dire que nous avons plus de femmes leaders que les hommes dans la province du Sud Kivu. Néanmoins, on essaie d'étouffer ces femmes leaders pour ne pas extérioriser tout ce qu'elles sont. Ce qu'elle a dit, c'est que Christelle venait de dire, moi j'ai compris comme si elle a touché sur la participation de la femme à des postes de prise de décision. Ce sont deux choses différentes. Le leadership et l'occupation de postes de prise de décision sont des choses différentes. Et c'est où la différence? La différence, c'est juste dans la définition des choses. On peut être leader sans participer à la chose publique, sans être chef par exemple, mais on est quand même leader dans la société. On est quand même leader dans la société. De référence. Je peux être leader, je suis leader dans ma famille. J'exerce mon leadership au sein de ma famille. Mais je n'occupe pas le poste de prise de décision au sein des institutions de la République. Voilà. Donc, deux choses là, moi, je pense qu'on doit les scinder. Et dans ce sens-là, je vais dire qu'en province, je vais vous contredire aussi, parce que pas vous contredire, mais vous compléter. Quand vous avez introduit l'émission, vous avez dit qu'en province, il y a plus de femmes il y a plus d'hommes que de femmes. Non. On peut se référer à la CENI, vous allez voir qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et dans les instances de prise de décision. Dans les instances de prise de décision, on y retrouve maintenant plus d'hommes que les femmes. C'était ça. Et pourtant, vous allez voir, nous avons beaucoup de femmes qui ont étudié, nous avons beaucoup de femmes qui ont des compétences, mais le monde au départ avait été taillé à la mesure des hommes. Comment? Eh oui. Depuis moi, c'est aujourd'hui que je vois, j'ai commencé à vivre des réalités ici en province, avec les mamans Zita.
Elles sont des femmes qui ont vraiment haussé les temps pour dire que la femme aussi a ses droits, la femme mérite ça et ça et ça. La femme aussi a des compétences. C'est tout ça. Des fois, je me dis, les droits, les compétences, ce sont des choses différentes. Mais je vis ces mamans hausser les tons, la voix pour dire que non, la femme a des compétences, elle doit être considérée. Pourquoi la femme a dit ça à ces temps-là? C'est parce que dès le départ, la femme n'était pas prise en considération. Le monde, tout était taillé à la mesure des hommes. D'accord. Mais, Maître Edouard, le monde est taillé à la mesure des hommes. Bon, en fait, je ne saurais pas le dire de cette manière, mais moi, en tant qu'homme Jarin, je voudrais assez que nous puissions orienter les débats là où le débat doit être orienté. Et là où le débat doit être orienté, c'est au niveau... Non, je ne veux pas beaucoup plus parler du leadership féminin, mais je vais m'appesantir beaucoup plus sur la responsabilisation de la femme. Parce que, en fait, il faut que nous puissions comprendre que la notion de la responsabilisation ne doit pas être une faveur, n'est-ce pas, ou une facilité. Ça doit être un mérite. Et la question qui se pose doit être celle de savoir, est-ce qu'il y a des femmes compétentes? Est-ce qu'il y a des femmes qui méritent assez qu'elles puissent être responsabilisées? Est-ce qu'il y a des femmes qui se battent, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent occuper des postes de responsabilité et de prise de décision? Je dis oui, il y en a. Il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, madame l'a dit, il y a beaucoup de femmes, surtout en province Sud Kivu ici, il y a plusieurs femmes leaders. Il y a beaucoup de femmes que nous connaissons qui ont eu à se démarquer à une certaine époque. Et d'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes dans cette province. Lorsque vous la sentez parler, lorsque vous la sentez réfléchir, vous trouvez en elle de valeur. Mais il est malheureux de constater que le blocage de la femme, ça ne vient pas de la volonté de ces hommes, mais c'est une réalité sociétale. Il vient d'où ces blocages? C'est ce que je vous dis, c'est une réalité sociétale. Vous êtes en train de rejoindre le régime qui a dit c'est taillé sur la mesure des hommes. Non, je ne veux pas dire taillé sur la mesure des hommes, parce que les femmes elles-mêmes facilitent cette manière-là de discrimination. Parce que si vous allez, s'il vous plaît, je suis en train d'avancer. Si vous allez dans nos familles, moi je suis né, n'est-ce pas, je suis né avec des filles et des garçons dans ma propre famille. Mais la personne qui disait à mes soeurs que voici, ça c'est le travail de la femme et ça c'est le travail de l'homme, c'est ma mère. Vous comprenez? Donc, vous trouvez que c'est pas vraiment le papa qui s'interpose pour faire la démarcation entre les responsabilités féminines et les responsabilités masculines. Mais vous sentez que c'est la maman qui dit aux enfants, écoutez, votre frère est là, elle demande à sa fille de s'élever pour que le frère se mette. Voyez-vous? Et donc, c'est une situation qui vient de la femme elle-même. Et donc, il faudrait que nos mamans, qui sont nos premières éducatrices, commencent tout d'abord par éduquer nos enfants dans nos familles et faire comprendre à nos enfants à partir de la base, à partir de nos familles, que l'homme ou les garçons et la fille sont égaux et ils doivent tous, n'est-ce pas, participer à part entière ou à part égale, n'est-ce pas, à la survie, n'est-ce pas, et participer aux travaux, n'est-ce pas, familial de la manière égale. Merci. Maintenant, cette situation est montée, ça a quitté la famille, c'est monté jusqu'au niveau de la société. Et à un certain moment, excusez la chance, les dames ont, n'est-ce pas, elles ont évolué dans cet environnement-là qui les exclut. Voyez-vous,
Évidemment, c'est ce qui a fait, c'est que beaucoup de femmes n'ont pas évolué. Elle peut avoir des capacités, mais lorsqu'elle va dans sa famille, bon, c'est au niveau d'abord de la famille qu'on commence par la retenir. Non, tu ne peux pas faire ça. Merci, maître. Si vous allez en politique, vous risquez de ne pas avoir un homme qui va vous épouser. Si vous faites ceci, donc vous voyez, ce sont des réalités en fait, qui sont à plusieurs degrés, et il faut qu'on puisse engager une réflexion profonde pour que les femmes puissent quitter cette réalité qui les enveloppe. Merci. Ludmilla, hein, votre point de vue. C'est vrai que M. Edouard a un peu raison d'une part. Mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec certaines choses. Oui, oui. C'est vrai que ce sont les coutumes rétrogrades qui ont freiné le développement de la femme. Mais on peut voir que la femme a progressé dans son développement. Il y a des femmes qui exercent aujourd'hui des fonctions, qui étudient, qui sont des docteurs, et il y a même des professeurs. Là. Et donc, je trouve que le seul problème, c'est le manque d'encouragement, mais aussi d'entretenir les femmes. Nous avons des femmes qui ont combattu dans les leaderships féminins. Mais aujourd'hui, où sont ces femmes-là? On ne sait même pas reconnaître ces femmes-là. On ne sait même pas les encadrer. Il y a des femmes qui ont occupé des postes dans différents secteurs, dans la politique, au niveau social. Mais ces femmes sont, quand ils terminent leur mandat, ils sont un peu oubliés. Et donc, moi, je pense que nos concitoyens, notre État congolais doit récupérer ces femmes-là, les entretenir. Parce que si on arrive à entretenir ces femmes-là, alors ça va donner le goût aux autres femmes de suivre ces parcours-là. Parce que nous, des fois, ça nous freine aussi, ça ne nous aide pas à prendre un élan, vu qu'on trouve une femme qui s'est donnée corps et âme. Nous avons certaines femmes comme maman Régine l'a dit. Il y avait maman Zita, il y a maman Mwabatu. Ces femmes-là ont investi dans des luttes, dans le leadership féminin. Mais où sont ces femmes-là? On n'arrive même pas à reconnaître leur nom, même à les citer dans des émissions. Et donc, vous avez cité tout à l'heure. Mais moi, je trouve que... Vous avez cité tout à l'heure, c'est bon, c'est bien. Christelle, vous avez suivi Maître Edouard tout à l'heure, dire qu'il y a un problème au niveau de la base. Et c'est de là d'où partent les problèmes. Et là, il faut que la société puisse, en tout cas, changer selon lui. Et la question... On a vu à un moment donné, à Bukavu, dirigé par des femmes, il y avait une femme, maire de Bukavu, il y avait 3 femmes, mais bourgmestres, et ça a été toujours critiqué, leur gestion, après. Et plus tard, ce sont des femmes qui se sont portées candidates, mais apparemment, et comme on l'a constaté, la plupart n'ont pas été votées, mais quand même elles se sont portées candidates. La question, est-ce que la femme vote pour la femme? Est-ce que la femme aime la femme? Ou il y a vraiment ces problèmes-là au niveau du départ? Vous vous dédaignez vous-même? Oui, il y a ces problèmes-là au niveau de la base, comme le maître l'a dit. Normalement, nous ont indiqué que dès nos bas âges, on venait de l'école, toi, la petite fille, tu dois t'occuper des travaux ménagers. Le petit garçon doit faire les devoirs. Toi, tu vas faire ça après. Pour dire qu'on dit que c'est l'homme qui doit travailler, toi... Mais c'est pas toujours vrai parce que la fille va préparer, les garçons vont puiser de l'eau. S'il ne fait pas, il y a beaucoup de considération de l'enfant garçon plus que l'enfant fille. L'enfant fille, on les dit qu'il y a à faire des choses, mais dès nos bas âges, on ne nous éduque pas à être des femmes combattantes, des femmes d'élite ou quoi. C'est ça, c'est pour les hommes. Toi, tu es un garçon, tu dois te battre, tu seras un homme. On dit ça au garçon dès qu'il est encore enfant. Mais Bat-toi comme un homme. Oui, bat-toi comme un homme. Il grandit avec ça dans la tête. Mais nous, les femmes, on dit, tu es la femme, tu dois t'occuper des enfants, de tes frères, dès nos bas âges. Et ça grandit à nous. C'est comme un mur commun, un mur commun devant nous. Même dans nos milieux de travail, il y a les hommes qui ne sont pas capables, qui n'ont pas d'aptitude. Oui. Mais comme on voit, c'est la femme qui ne sait pas faire. Même si la femme fait quelque chose de bon et de bien,
les hommes vont critiquer ça. Les femmes se sont portées candidates, selon ce que j'ai dit, mais les femmes n'ont pas été votées. Est-ce que c'est la mauvaise volonté des hommes ou bien il y a un problème? Parce que Régine nous a rappelé tout à l'heure, et il a rappelé qu'à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, il y a ces statistiques-là qui prouvent que ce sont les femmes qui sont vraiment majoritaires que les hommes, même ici en province, et dans le monde, c'est ça. Pourquoi les femmes ne sont pas... C'est là où je voulais arriver. Si elles sont vraiment majoritaires, pourquoi elles ne savent pas voter pour les autres femmes, comme ça elles vont battre les hommes? C'est la même mentalité là de base. Nous les femmes nous disons, si nous votons une femme, il y a beaucoup de femmes qui qualifient mal les femmes combattantes, les femmes leadership. Pendant les campagnes, je dis, votez cette femme. Les femmes, elles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'elle reste chez elle. Et là, ces affaires-là sont mariées. Souvent, elle n'a pas de moyens. Nous, les femmes, nous n'encourageons pas nos camarades femmes. Régine n'est pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui ne veut pas? Je ne suis pas d'accord. Oui. Parce que nous devons voir les choses dans sa profondeur. Nous devons voir la chose dans sa profondeur. Je prends directement, je saute sur les élections. Vous connaissez la réalité des élections chez nous. Avec ces mondes taillés à la mesure des hommes. Il faut les indexer encore. Ces élections chez nous, avec des électeurs qui vivent au taux 10 jours. La femme qui n'a pas travaillé depuis des décennies. La femme qui se met au travail, qui se met au travail aujourd'hui, se retrouve sur terrain avec un homme qui a travaillé depuis des décennies. Elle n'a pas d'épargne. Est-ce que la femme, sa poche, va concurrencer l'homme là sur terrain, en pleine campagne? Vous-même, vous allez répondre à ma place. Ce n'est pas important que je puisse donner une réponse à cette question. Non, si les femmes prenaient conscience, elles peuvent se dire, bon, ils nous donnent, nous mangeons, mais nous allons voter pour... Ok, là je rentre encore à la mesure taillée. Quand vous naissez, qui connaît il est de quel genre, féminin ou masculin? Toi là, comment tu as ce que tu étais un homme? On t'avait dit que non, de la chance, celui-ci c'est un homme. Non, celui-ci c'est... On n'avait pas dit, j'avais juste constaté que j'étais homme. Non, papa, il y a les enfants on demande. Les enfants c'est ça, c'est là que je vais insister. Il y a quoi? Vous dites que la femme devrait prendre conscience. La femme devrait prendre conscience, bien sûr, oui, mais c'est un processus. Et aujourd'hui, voir des femmes qui se portent candidates, déjà c'est un pas. Nous y allons progressivement. Les femmes ne votent pas pour les femmes, c'est à partir de l'influence d'abord sur terrain. L'influence sur terrain et ce qu'on a dit aux enfants, parce que les hommes aussi peuvent voter, doivent voter pour les femmes. C'est la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que les hommes votent pour les femmes? Alors, il y a quoi? Selon vous, répondez à ma question, est-ce que les hommes votent pour les femmes? Hommes, femmes, tous sont des électeurs. Donc, de la même manière que les hommes votent pour les femmes, pour les hommes votent aussi pour les femmes. Ok. On voit les électeurs, on ne voit pas les sexes. Quand on vote, il n'y a pas de sexe. D'accord. Mais tenant compte de cette majorité-là de femmes... Mais vous ne me laissez pas très bien parler par rapport à ce que Maître a dit. Rapidement, je vais parler, je vais conclure en disant que le fait que la femme n'a pas été élue ne signifie pas que la femme ne vote pas pour la femme. C'est, comme je venais de le dire, ce sont des circonstances dans lesquelles la femme se retrouve sur le terrain et qui ne facilitent pas la femme la tâche. Et aussi, il y a l'éducation qu'on est en train de travailler. La chose sur laquelle on est en train de travailler depuis des années, c'est montrer aux gens que nous sommes tous égaux. Définir à quelqu'un qu'il est homme ou femme, ça vient d'ici. Merci. C'est un peu ça. Et toi? Bon, en fait, je comprends ce que madame dit et c'est tout à fait
c'est compréhensible. Hein, même si c'est pas du tout fondé, mais bon, ça se comprend. Au fait, le blocage de la femme se trouve à quel niveau? Parce que c'est ça la réflexion que nous devons mener. Le blocage de la femme, nous devons comprendre que ça se trouve dans la femme elle-même. Il faut pas penser que ce sont les hommes qui vous bloquent. Non. Les hommes n'ont rien à voir dans le blocage de la femme et tout. Non, ce ne sont pas les hommes qui vous bloquent. C'est vous-même, au fait, qui vous bloquez. Si vous faites les statistiques, la population électrice, elle est constituée de plus de 52-55% des femmes. Mais vous y revenez. Non, c'est très important pour vous permettre au fait d'aller réfléchir dans vos forums. Parce que c'est très, il faut comprendre les niveaux où se situent les problèmes. Nous sommes à l'échelon de rendre la femme plus forte financièrement. Tout à fait. Ça, le leader, tu ne peux pas être leader et tu n'as pas de moyens. Tu dois avoir l'argent pour être leader. Non. Et ça, c'est le plus. S'il vous plaît, madame, la parole est à Maître Edouard. Cela ne veut pas au fait dire que si les femmes ne sont pas élues, c'est parce qu'elles n'ont pas de moyens. Ne vous en faites pas, madame. Il y a des femmes qui ont aussi des moyens. Si vous regardez aujourd'hui dans le domaine économique, mais c'est beaucoup de femmes qui sont en train de faire des preuves aujourd'hui. Mais dites-nous combien de ces femmes-là qui ont fait des preuves dans le domaine de business, qui sont engagées dans la vie, par exemple, politique aujourd'hui, ces femmes, elles sont moins nombreuses. Chacun son domaine. Ah, exactement. Mais quand vous allez dans le domaine des hommes, vous allez comprendre qu'ils sont nombreux les hommes, qui sont dans le business et ils sont en politique. Et c'est de là, en fait, que vient la responsabilisation. Passez dans nos partis politiques aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes. Mais ces femmes-là, elles sont combien par rapport à la quantité des hommes qui se trouvent dans des partis politiques? Il faut voir les femmes-là, elles sont combien? Et quand il y a les responsabilités, il ne faut pas penser que non, lorsque les responsabilités sont là, on va prendre la grande partie des responsabilités. On donne aux femmes qui sont minoritaires aux hommes. Et donc, ce sont les majoritaires qui vont aussi avoir la grande partie des responsabilités qui arrivent. Et donc, il faut que la femme s'engage, il faut que les femmes travaillent, il faut que les femmes réfléchissent profondément à tous ceux qui concourent n'est-ce pas, à leur blocage et parvenir au fait à faire sauter le verrou. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, il n'y a pas de faveur à faire dans les responsabilisations. On n'allait pas vous responsabiliser juste parce que vous êtes femme. Non, on va vous responsabiliser, n'est-ce pas, parce que vous avez la capacité, vous avez les talents et vous avez été présent au combat. Merci, Ludmila. Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Monsieur Edouard lui-même, quand on a commencé le débat, il a dit que ce qui freine la femme, c'est nos coutumes, nos mamans qui nous éduquent. Le maman favorise les jeunes hommes au lieu de la femme. Au niveau même du ménage, au niveau même des études, nos mamans favorisent les jeunes garçons. Quand est-ce qu'une femme va se développer? Quand elle doit s'occuper du ménage et l'homme va travailler. Vous voyez que vous avez eu la chance d'avoir l'avance par rapport aux femmes. Et donc, dans les partis politiques, dans les partis politiques, ouais, je peux dire que nous avons des femmes. Ouais. Nous avons des femmes qui émergent dans les partis politiques. Mais on peut dire que ces femmes ne sont pas encouragées. Ces femmes ne sont pas encouragées, monsieur Edouard. Pourquoi? Vous pensez que les hommes sont aussi encouragés? Oui. En fait, les nombres, je peux dire que les nombres de prises de décision ou bien les postes sont des postes occupés par les hommes. Quand est-ce qu'une femme, ici chez nous, il faut avoir il faut avoir des mentorats. Donc quelqu'un qui peut dire là, au niveau national que Fulani coupable. Vous voyez, et donc c'est ce qui nous freine. Et vous voyez, il y a la relation qui se trouve entre l'homme et la femme, c'est un peu là. Les femmes qui se respectent à Bézipé dans la ville. Et donc c'est ce qui freine le développement de la femme et aussi les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut conclure, Christelle? Il y a le temps qui file, nous avons notre sujet tout à l'heure et d'autres invités qui attendent dans la salle. Donc, en conclusion. En conclusion, la situation sur le leadership de la femme. Le leadership et la gestion. Oui. Et la gestion des femmes. Okay.
moi, je voudrais conclure en disant au gouvernement d'encourager aussi les femmes. Surtout ces femmes-là qui ont des postes. Au lieu de les faire tomber avec ces hommes-là qui les corrompent, vaut mieux qu'ils encouragent ces femmes-là. Et pourquoi vous accusez les hommes de corruption? Parce qu'ils ont des moyens plus que les femmes. Mais ils ne sont pas toujours corrupteurs, s'il vous plaît. Ça, c'est accuser les hommes. Ils sont corrupteurs. Et je voulais demander aux femmes aussi de soutenir les autres femmes qui se battent pour que les femmes aillent d'avant. Ces femmes-là qui postaient, par exemple, c'est nous les femmes qui votons en majorité. Si nous nous unissons, on peut mettre toutes les femmes en avant. Donc la faute, c'est à la femme. Et donc j'appelle, s'il vous plaît. Je nous appelle à l'amour fraternel des femmes, d'aimer les semblables. Nos semblables. Plus que les hommes, malheureusement, c'est un peu ça s'appelle discrimination. Discrimination. Que les femmes aiment les femmes. C'est une discrimination positive. Que les femmes puissent aimer les femmes, puisqu'elles ont. Merci beaucoup. Quelle conclusion, Régine? Il y a le temps qui court derrière nous. Peut-être on aura d'autres occasions comme ça pour développer davantage. Je veux d'abord saluer les efforts que les femmes sont en train de fournir pour occuper les postes de responsabilité au niveau national qu'au niveau provincial, malgré les difficultés, mais quand même nous voyons que la femme continue à se battre pour cette cause. Et je vais interpeller certaines personnes qui n'acceptent pas de voir les compétences dans la femme. Et que les gens commencent à voir ce que la femme représente aussi, ce que la femme est capable de faire. Certaines personnes, ça veut dire mettre les doigts aussi. Quelqu'un comme mettre les doigts là, c'est quelqu'un vraiment à sensibiliser. Il a dit qu'il est genré. Parce que quand il dit que dans des partis politiques il n'y a pas de femmes, mais quand j'arrive ici, quand votre président arrive, le président du parti, je vois Machinji ici, c'est plein de femmes. Vous les trouvez où? Pourquoi on ne voit pas seulement les hommes? Vous me permettez de... En conclusion, oui. J'encourage les efforts fournis par la femme. J'appelle aux gens de reconnaître les compétences de la femme. La lutte n'a pas été facile, elle ne sera pas facile. Nous continuons à lutter. Je suis de la dynamique 50% femmes. Notre lutte, c'est la représentativité de femmes aux instances de prise de décision. Et cette lutte, nous baisserons le bras les jours où nous verrons des hommes, deux femmes. Donc, et nous croyons à notre conviction parce que nous avons des femmes qui sont compétentes, des femmes qui sont en mesure de changer ce monde. Merci beaucoup, Régine. Maître. Bon, la première chose, je crois en tout cas en la compétence de la femme. Il y a de femmes compétentes. Il y en a et elles ne sont pas à compter, elles sont nombreuses. Mais j'encourage aussi les femmes à s'engager. Parce que le problème, c'est au niveau de l'engagement. J'encourage vraiment la femme à pouvoir s'engager. Mais également, je profite de ces micros pour dire aux femmes qu'il n'y aura pas de cadeaux à se donner. Il n'y en aura pas. Et donc, la récompense du combat, la récompense de la femme, la compréhension, n'est-ce pas, de l'homme par rapport au combat de la femme viendra, n'est-ce pas, de la lutte acharnée de la femme contre l'antivaleur, contre cette discrimination. Et on voudrait que les femmes, en tout cas, puissent s'engager. On a vu des femmes qui se sont engagées. On sait qu'il y a d'autres qui s'engagent, mais on voudrait que vous puissiez faire plus. Et c'est là à tous les niveaux, à partir de l'école, en passant par les organisations sociales, les organisations politiques, dans l'administration publique. On voudrait vous voir vous engager davantage. Et ça va permettre à ce qu'on puisse revoir au fait ce niveau-là de discrimination à l'égard de la femme. Merci beaucoup, Ludmilla. Bonne conclusion, oui. Je tiens seulement à dire que la femme est là, elle a un être fort et elle continue à se battre
pour occuper, pour mériter ce qui lui, ce qui lui revient. Et donc, nous avons des femmes compétentes. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas. Nous avons ces femmes-là qui travaillent jour et nuit pour l'amélioration surtout de notre pays et de notre province, mais aussi au niveau national. Donc il ne faut pas baisser les bras. Non. Il ne faut pas baisser les bras, Christelle? Il ne faut pas baisser les bras. Nous les femmes, allons de l'avant. Travailler encore plus et plus. Je pense avec la lutte, comme ça n'a pas été facile, et ça ne sera pas facile, parce que les hommes n'aiment pas. Est-ce qu'on peut voir Christelle, s'il vous plaît, côté des techniques? Parce que ça n'a pas été facile, mais avec la lutte, un jour, les femmes prendront aussi des places, des décisions dans notre province comme dans notre pays avec l'État. Merci. Mais il y a des femmes qui ont des... On termine. Sont peu nombreuses. On termine cette partie. Permettez. Merci Zara Diogolo Christelle. Je rappelle que vous êtes secrétaire à la division de la fonction publique chargée des actifs ici au Sud Kivu. Merci. Merci. Merci aussi à Madame Régine. Vous avez dit merci comme si vous ne voulez pas quitter les plateaux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, comme ça. Madame Régine Ntawigena, éditrice du média en ligne SICAF.net et coordonnatrice de l'association Sycomore Afrique, également membre de la dynamique 50% des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir invités. Bon, c'est le mois de la femme. On a essayé. Nous sentons que nous avons encore beaucoup à faire. D'accord. Nous avons je sens que vous avez encore beaucoup à dire. J'avais tendance à me mettre debout pour expliquer à Edouard ce qu'est la femme. Prochainement, je vais vous inviter sur ce plateau avec Edouard. D'accord. Là, il faut être entré à quoi? C'est que pour les catch, parce que vous viendrez avec là vous serez comme un arbitre, parce que là karaté, c'est ça, parce que là ça ne sera pas facile. Merci. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Je garde Edouard Makala sur ce plateau. Il y a un autre sujet tout à l'heure sur la décentralisation, donc la problématique de la décentralisation au Sud Kivu. Pourquoi la décentralisation ne réussit pas au Sud Kivu et en RDC en général? On va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup à Lodmia Danila. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Tous pour les gens, le développement et la paix, mais aussi la chargée de communication et des partenaires de l'ASBEL. Je suis la relève de la femme, également membre du comité de la composante femme du bureau de coordination de la société civile. C'est une très longue présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à la prochaine occasion. Les femmes, vous avez promis d'être avec nous dans d'autres émissions, c'est ça? Même politique. Quand on évalue la situation, par exemple, du pays ou de la province, on peut toujours donner des... C'est quoi la réponse, Christelle? La réponse, même pour la politique. Ouais. On va voir. Oui. Lodmia, vous allez voir aussi. On va voir. Je m'imagine la réponse ce jour-là. Alors, vous voulez participer au sujet? On va voir. Merci beaucoup. On marque une petite pause, mesdames et messieurs, et la suite de cette émission, c'est dans quelques instants. Consacrée par la Constitution de la République démocratique du Congo, mais jusque-là, elle pose problème à RDC. La décentralisation dans les 26 provinces de la RDC, les gouvernants dénoncent différentes situations. Pourtant, il y a des habitants qui crient derrière les dirigeants comme quoi ils ne font rien, etc. Mais les dirigeants de leur tour disent il y a un problème avec la décentralisation en RDC, bien sûr qu'étant consacrée par la Constitution de la RDC,
et qui devrait être respecté. Malheureusement ça pose problème entre la capitale et les provinces. Quelles sont les difficultés? Pourquoi il y a ces difficultés-là et quelles sont les possibilités de les contourner? Ou bien il y a une autre alternative qu'il faut peut-être réfléchir, peut-être par exemple songer au fédéralisme possible pour l'ère actuelle à RDC. Quelle faisabilité? On va en parler durant les 45 à 50 minutes qui nous restent pour cette émission débat sur Radio-Télévision Goma Kivu. Pour en parler, je reçois Aganze Chibembe Juste. Il est expert en décentralisation et gouvernance. Il est également du cabinet Kivu Global Development Initiative. J'ai bien dit, je crois bien. Bonjour Aganze. Bonjour chers de la chance, bonjour à tous les téléspectateurs et aux auditeurs de la RTN. Ça fait longtemps, on n'a pas été ensemble. Ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas été ensemble. Vous avez pris du poids, vous avez la bague déjà mariée, à l'époque vous n'étiez pas... C'est bon, laissez-moi vous taquiner un tout petit peu. Ça fait longtemps, on n'a pas été ensemble. Ça fait un moment. Et bienvenue à Ganze. Merci beaucoup. Ça fait vraiment longtemps. Plein de succès. Merci beaucoup, on est là, on continue à se battre, on continue à croire à la grandeur de ces pays et à son efficacité. Et il est grand, on va en parler tout à l'heure. La décentralisation, est-ce que ça résout des problèmes? J'ai gardé Maître Edouard Makala, secrétaire fédéral, chef du département justice et droits humains à l'Union pour la démocratie et le progrès social. À vos côtés, M. Pascal Katagondo, cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. On est être sur ce plateau avec Maître Yang Biamungu qui a promis d'être là mais qui n'est pas là. Il ne s'est pas excusé. On ne sait pas c'est quoi les problèmes, mais quand même, qu'à cela ne tienne, on continue d'émission. Je commence par vous, Aganze Chibembe. C'est une décentralisation qui devrait être une réalité en République démocratique du Congo et qui pose actuellement problème. En tant qu'expert en décentralisation et gouvernance, comment vous analysez cette situation? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons dit d'abord à la population congolaise qu'il est dans la théorie sur la décentralisation. Les experts pensent premièrement qu'il faut des hommes à esprit décentralisé pour diriger les processus de décentralisation. Et c'est quoi la décentralisation en elle-même? La décentralisation, c'est la dévolution des compétences publiques à des niveaux inférieurs de l'État. Ça veut dire à des entités inférieures telles que la province, telles que la ville, etc. Mais ça c'est défini par la Constitution sur la manière de transmettre les pouvoirs les pouvoirs et les ressources à ces entités inférieures pour pouvoir exécuter plus efficacement les objectifs de développement du pays, la gouvernance du pays. L'objectif principal du processus décentralisateur, c'est l'efficacité publique. Parce qu'on pense que lorsque les pouvoirs est tellement centralisé, les décideurs ne sont pas connectés directement avec la base, avec le peuple. On s'est dit que si une fois on a des compétences publiques dévolues à des instances inférieures de l'État telles que la province, la ville, il y aura une certaine proximité qui pourra permettre aux élus locaux tels que les députés provinciaux de pouvoir légiférer directement sur les questions d'urgence et de pouvoir répondre directement aux exigences sociétales qui sont vraiment nombreuses. Et pourquoi elle pose problème pour le moment? La décentralisation au Congo, on ne peut pas dire que automatiquement elle pose problème, il faut l'analyser. C'est tout un processus. Il y a la décentralisation politique, il y a la décentralisation territoriale, il y a la décentralisation financière. Pour la décentralisation politique, ça fonctionne au Congo, malheureusement, curieusement depuis 2006. La présence même de l'Assemblée provinciale, la présence de l'exécutif provincial, les ministres, donc sont des émanations directes de ces programmes décentralisateurs. Pour la phase de la décentralisation financière, nous avons des régies financières au niveau local, telles que la direction provinciale de l'organisation des ressources. C'est pour pouvoir matérialiser ces taxes qui ont été cédées, ces recettes cédées au niveau local, les collecter et diriger des projets de développement, diriger les programmes de développement au niveau de province. Donc, il faudra maintenant analyser globalement certains blocages. Mais il faut reconnaître qu'il y a certains pas. Il faut analyser globalement certains blocages qui font en sorte que les processus ne fonctionnent pas d'une manière assez fluide. Bien. Je reviens à vous plus tard. Monsieur Pascal,
Vous êtes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Je me rappelle que la constitution actuelle, elle date de 2006, après les référendums de décembre 2005. Eh bien, cette constitution qui a consacré bien sûr la décentralisation et il y a des avancées telles que vous venez de les reconnaître à Ganza Tshibembe, mais il y a également des problèmes. Comment vous analysez la situation de décentralisation à RDC, particulièrement au Sud Kivu pour le moment? Oui, justement, merci beaucoup. D'ailleurs, je suis très ravi de voir mon ami. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu la dernière fois qu'il était encore à DPMR. Hein. Oui, un moment donné comme ça. Mais sinon, je suis très heureux de les rencontrer sur ce plateau de la RTNK, mais aussi l'ami de l'IDPS que j'apprécie beaucoup. Je voudrais aussi d'abord saluer les téléspectateurs qui suivent en ce moment. Et saluer, pourquoi pas, nos cadres militants PPRD qui sont de nous suivre. C'est très important qu'ils sachent que réellement on est là et le PPRD continue toujours à se battre. Mais ce qui importe par rapport à votre question, je suis tout à fait d'accord avec ce que juste venez d'évoquer ici par rapport à cette relation. Parce qu'il n'y a pas vraiment un modèle propre ou une définition propre sur les concepts de décentralisation, parce que tout dépend, n'est-ce pas, des réalités culturelles de chaque pays, politique et social de chaque pays. Mais vous devez savoir aussi que chez nous, nous avons une situation tout à fait particulière par rapport à certains pays de la région de Grand Lac, étant donné que quand vous avez parlé de notre constitution, c'est une constitution qui est issue de la belligérance, de la rébellion, et vous devez remarquer qu'après cette rébellion-là, les politiques a pris, n'est-ce pas, l'option que tout le monde puisse se retrouver quelque part. C'est ainsi que tout est parti de Sun City, où nous avions eu à avoir des courants. Il y a des courants qui étaient ici de la rébellion, qui voulaient vraiment le fédéralisme à son temps, et un courant aussi qui voulait militariste, hein, et un autre courant qui a pensé qu'il fallait vraiment entrer vraiment dans la décentralisation pure et simple. Tout cela pourquoi? Parce que chacun est venu dans ce courant, selon des courants, avec des idées différentes. D'autres sont venus parce que simplement ils voulaient que le pays soit vraiment fédéré, hein, et qu'on puisse que les provinces soient considérées comme des États, des petits États. Des petits États à l'interne et tout. D'autres pensaient que non, comme nous sommes encore faibles sur le plan politique, sur le plan culturel et sur le plan social, et surtout sur le plan aussi économique, il fallait peut-être tenter l'esprit de la décentralisation. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être, comme l'a dit juste tout à l'heure, rapprocher l'administration aux administrés. Donc, aussi avec une autonomie de gestion au niveau des entités décentralisées, pour permettre à ce que effectivement l'État, tant soit peu, puisse améliorer la gouvernance, parce que c'est ça l'avantage aussi de cette décentralisation-là. Il faut vraiment voir dans quelle mesure il faut améliorer la gouvernance. Quelque chose de très important que je suis à soulever ici, que la décentralisation n'est pas mauvaise, mais il y a un aspect qui a avancé, on ne sait pas l'aspect politique. Mais il fallait maintenant que nous puissions fournir un effort considérable par rapport à tous les acteurs concernés pour que nous puissions aussi investir beaucoup plus sur les avancées financières, sur les avancées économiques. Parce que c'est là que nous accusons un grand retard face à la décentralisation, mais aussi par rapport aux charges transférées. Parce que vous faites, à un certain niveau, tout est dans l'intellect, dans la personne, comme l'a dit Tshibembe, dans la personne, et aussi dans les acteurs politiques qui doivent comprendre que réellement, il faut améliorer la gouvernance à la base. Avec les recettes locales, qu'est-ce qu'on en fait? Nous devons savoir l'obligation de rendre compte et d'améliorer certains secteurs de la vie sociale et économique et construite là-bas. Aujourd'hui, quand on risque de croire que l'administration n'évolue pas parce que seulement on voit dans un secteur, par exemple, de l'infrastructure, les choses ne marchent pas. On ne peut pas développer une cité tant qu'il n'y a pas les secteurs du transport, les structures ne sont pas aussi développées. Autre chose que je voulais peut-être insinuer ici, c'est une réflexion. Moi, je pourrais reconnaître c'est vraiment une réflexion. C'est le fait que quand on a fait le partage lors de la conférence de Berlin, moi je vais encore plus loin un peu, en 1885, quand les États se sont partagés, fait le partage,
aucun Africain, aucun Noir n'y était à ce moment-là. Et ils sont venus, ils ont partagé, ils ont dit non, voilà, à l'est du Congo, on découpe la RDC parce que nous sommes dans le cours de la RDC. On va voir qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont de l'autre côté, qui parlent par exemple de Kikongo et qui parlent de Kikongo à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui parlent par exemple les Kibemba en Zambie et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faudrait que des gens puissent se tirer à bout dessus? Ils disent non, là ça marche pas, ça marche. Donc dans l'optique de la décentration ici, dans l'optique de la RDC, je crois, il faudrait que de ce point de vue-là, ce que moi je voulais dire, c'est que nous devons d'abord construire l'homme. Construire l'homme. Merci. Dans tous les aspects de la vie. Construire l'homme. Et si on fait les batailles politiques aujourd'hui, si généralement à un certain niveau on se dit bon, c'est parce que l'homme congolais n'est pas encore construit. Pour être à mesure à pouvoir nous amener ou nous conduire vers la mise en œuvre de cette décentralisation et aussi avec les entités décentralisées qui sont autonomes avec une gestion. Merci. Et autre aspect, il faut retenir aussi que ces entités-là décentralisées jouissent de ce qu'on appelle communément une autonomie de gestion, mais aussi ce que moi j'appelais une présentation juridique. Donc c'est très important que nous devons savoir cela. Merci beaucoup pour cette marche de... Merci monsieur Pascal. Maître Bon, en fait, ce qui est vrai, notre décentralisation, nous devons la remettre dans son aspect historique. Pourquoi je reviens sur cet aspect historique? C'est pour insinuer au fait les réalités qui ont concouru au retien de la décentralisation comme mode de gestion du territoire. Vous vous souviendrez au fait que cette décentralisation vient de confrontations, comme l'a bien expliqué Pascal. C'est une décentralisation qui vient de confrontations de belligérants. Ceux qui, au fait, étaient dans les rébellions à l'époque, ils avaient voulu à ce que l'on puisse aller dans le fédéralisme. Et ceux qui étaient à Kinshasa, donc la composante gouvernement, a voulu à ce que l'on reste dans l'unitarisme pour renforcer les contrôles sur les entités à l'époque qui étaient sous l'emprise des rébellions. Bon, mais malheureusement, après discussion, les acteurs politiques de l'époque, ils se sont mis d'accord sur... Ils ont en fait coupé la poire en deux et ils se sont mis d'accord sur le mode de gestion avec la décentralisation. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'à son temps nous étions prêts? Est-ce que l'homme congolais, c'est là que les amis, les deux précédents ont parlé de l'homme, de la mentalité. Est-ce que l'homme congolais de l'époque était vraiment prêt à pouvoir adopter ces modes de gestion comme les modes qui pouvaient faciliter à ce qu'on puisse avoir une éclosion de développement de la République? Malheureusement, lorsque nous analysons, nous nous rendons compte que l'homme congolais n'était pas disposé pour cela. Et pourquoi nous disons qu'il n'était pas disposé? Parce que la loi elle-même, la loi fondamentale, la constitution elle-même, parle de la rétention. C'est au fait d'abord ça. Parce que si la décentralisation ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que il n'y a pas de textes qui prévoient la manière dont les choses doivent se passer. Il y a des textes, il y a des lois et de très bonnes lois. Mais le problème, c'est au niveau de l'homme. C'est au niveau de la gestion. Parce qu'en fait, vous pouvez donner... S'il vous plaît, quand vous dites l'homme, là vous parlez des politiques ou de la basse classe, c'est-à-dire la population. Bien évidemment, c'est la police, c'est l'homme politique. Parce qu'en fait, la classe, la masse sociale subit en fait l'influence des décisions politiques. Parce que s'il faut revenir sur le financement des entités territoriales décentralisées, c'est vrai, il y a des taxes qui ont été élues, mais également il y a la rétrocession. Et c'est cette rétrocession, en fait, qui devrait booster, du fait que notre économie est encore très tertiaire. L'économie, elle est encore... La rétrocession, ça veut dire la retenue à la source, c'est ça? En fait, la retenue à la source, que l'on a transformée par la suite, donc qu'on a requalifié par la suite par la rétrocession qui n'existe nulle part dans nos lois. Et donc, il suffisait par exemple à son temps que cette retenue de 40% aux recettes générales puisse être effective
cette retenue-là pouvait permettre à ce que les entités décentralisées, n'est-ce pas, puissent financer les programmes de leur développement. Mais il s'est avéré qu'au lieu que la rétention puisse être faite, le gouvernement, l'homme congolais, dont nous étions en train de fustiger a voulu à ce que l'on puisse ramener d'abord toutes les recettes au niveau national pour que lui, enfin, puisse rétrocéder. Et donc, vous prenez les recettes que vous aviez réalisées au niveau de votre entité décentralisée, vous les faites monter au niveau du sommet, et puis c'est le sommet qui va encore vous ramener, vous renvoyer quelque chose. Et donc c'est un système, en fait, qui n'a pas permis à ce que les entités puissent se développer. Et donc, le problème de cette décentralisation, c'est un problème qui est lié à l'impréparation même de l'homme congolais par rapport à ces modes de gouvernance. Merci. Et aussi longtemps que l'homme congolais ne changera pas, nous pouvons faire des années, 100 ans, même 200 ans, et la décentralisation ne rapportera aucune solution. Et donc, nous estimons, et je chute par là, nous estimons qu'il va falloir assez que, pour que cette décentralisation réussisse, que l'on rentre dans le prescrit légal, mais également que on insiste beaucoup plus sur la bonne gouvernance. On fustige la mentalité de l'homme congolais. Quand on dit l'homme congolais, c'est-à-dire l'homme politique congolais. Cette décentralisation qui veut qu'il y ait cette retenue à la source, mais on amène d'abord les fonds à Kinshasa avant que les fonds ne soient rétrocédés. C'est pas du tout normal à Ganzé. Logiquement, c'est pas normal. Personne ne peut l'accepter parce qu'il s'agit d'une violation de la loi. Nous avons, quand on parle de l'homme politique congolais, parce qu'il s'agit du leadership même de notre société, nous avons adopté notre constitution par référendum en 2006. C'est vrai, on n'a pas été sérieusement et profondément sensibilisé sur les contenus et sur les impacts de ces contenus sur notre vie de tous les jours. C'était ça le plus grand problème. Parce qu'au moins les citoyens devraient être révoltés de savoir qu'ils font des sacrifices pour contribuer au développement de la province, mais l'argent peut-être par violation de la loi est livré sous conditions, selon des échéanciers vraiment fous. C'est malheureux. C'est malheureux parce que je faisais allusion à ces processus de décentralisation qui doit être exécuté par un esprit décentralisé. On doit sérieusement éduquer la classe dirigeante pour savoir les limites de nos compétences, parce que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs, c'est ça la logique. Donc on ne peut pas être compétent illégalement. La compétence, c'est régulé aussi par la loi. Et que donc je crois que c'est cette confusion qui bloque toute la machine, parce que un ministre qui exige par exemple que toutes les recettes publiques soient déposées dans les grands paniers du Trésor national, il viole la loi. Il peut être ministre, il peut être puissant ou quoi, mais lorsqu'on viole la loi, on viole la loi. Ça veut dire, au niveau des conférences des gouverneurs, parce qu'ils nous représentent normalement, c'est une grande institution, je crois qu'ils doivent mener des plaidoyers nécessaires pour avoir des fonds pour leur programme. Ça représente vraiment une grande portion des fonds pour le développement de la province, et les retenir à la source. Ce n'est pas la rétrocession, et ça doit s'arracher. C'est compliqué de savoir que ça ne se passe pas. Qu'est-ce qui se passerait si une entité retenait directement à la source logiquement, il y aurait des émotions et des émotions. Là, c'est légal d'abord que ce soit retenu à la source. C'est d'abord légal. Et si se passe quelque chose d'autre, je crois que ça serait illégal. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, la retenue à la source est automatique. Il n'y a plus de débat parce que c'est déjà scellé par la Constitution. Revenir sur le respect des ordres mal donnés, c'est maintenant trahir toute une population, trahir le développement de toute une entité. Et je crois que pour aider notre processus de décentralisation, il doit y avoir encore un sérieux accompagnement et renforcement des capacités des acteurs intervenant dans ces processus, mais aussi
renforcer la capacité de la société civile et de la population en général, c'est un travail qui doit se faire dans nos partis politiques, qui doit se faire au niveau de la société civile aussi, pour que les gens prennent réellement conscience. La gouvernance d'une entité, ce n'est pas la question de la volonté de l'individu, mais c'est un pacte qu'on a signé. On a un contrat social qui nous gère nous tous, on a un contrat social qui détient toutes nos aspirations. Les aspirations de notre peuple se trouvent dans ce qu'on appelle la Constitution. Et lorsque quelqu'un s'est mis à violer ça par volonté, par souci pécunier, difficile à analyser, et on a des routes vraiment de l'Antiquité dans notre province, ça fait très mal. Ça fait très mal. On doit quand même être sérieux. Et être sérieux, c'est commencer par respecter les lois qui nous régissent. C'est par là qu'il faudra commencer, je crois. Donc, il arrive des fois où l'on tire à boulet rouge sur les dirigeants au niveau de la province, alors que le problème est de l'autre côté, au niveau central. Bon, c'est tellement compliqué. Je crois que la politique n'est pas rationnelle. C'est tellement compliqué d'arriver à décider automatiquement sur les niveaux de responsabilité des gens dans les sous-développements des entités. La politique n'est pas rationnelle. Ce qui se passe dans les coulisses ou bien dans des sommets noirs, c'est ce qui dirige souvent la cité. On ne peut pas se dire directement que telle a raison, telle a tort. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Ça, on a compris les mots-clés. C'est compliqué. Monsieur Pascal Katagomboa, est-ce que c'est vraiment compréhensible? Si vous avez suivi Aganze tout à l'heure, juste dans l'introduction de cette partie ici, il a dit sur le plan administratif, sur le plan politique, ça va, la décentralisation, elle a été effective, même en province, sur le plan administratif, politique, mais sur le plan financier, là, ça pose problème. Est-ce que c'est par cupidité des hommes politiques ou bien il y a juste un problème organisé quelque part? Oui, je crois que juste, si je dis juste, laisse pas de croire que c'était lui, c'est juste, il a dit la vérité, mais c'est qu'il faut noter que dans la mise en œuvre de cette décentralisation, il y a des réformes qui doivent être initiées. Et ce sont des réformes, le législateur lui-même a déjà prévu par les mécanismes de la loi comment ça doit se faire, parce qu'il nous a appuyé par certains instruments juridiques qui sont là juste pour accompagner cette mise en œuvre de la décentralisation. Là, je peux faire allusion par exemple à la loi portant principes fondamentaux relatifs à libre administration des provinces et les rapports avec les entités territoriales décentralisées. Il y a aussi la loi qui organise la conférence des gouverneurs, mais aussi il y a aussi la loi sur les entités déconcentrées. Tout cela, c'était quoi? C'était pour faire quoi? Parce que quand nous sommes dans ce que les amis ont évoqué tout à l'heure ici, quand il faut parler, n'est-ce pas, de la forme de l'État, nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. Tout cela pourquoi? Parce que Kinshasa était en train de penser peut-être que en se fondant sur le fédéralisme, ils vont prendre le contrôle total sur les provinces, et par conséquent les pays risqueraient d'être immunités. C'est comme ça qu'ils ont voulu que nous soyons dans cette forme-là de gouvernance et qui permettra à ce que nous puissions avoir le contrôle. Mais ce que je a dit, c'est très important. Nous devons être respectueux de nos textes nous-mêmes. Parce que si on respecte le texte, si on serait en train, n'est-ce pas, de consacrer les retenues à la source, de nos recettes générées localement ici, je crois que ça ne poserait pas de problème. On ne parlait même pas aujourd'hui des provinces qui sont fortes et d'autres provinces qui sont faibles, ainsi de suite. Parce qu'il y a d'ailleurs, je me rappelle que Katumbi, un moment comme ça, il faisait ces combats-là au Katanga, où il disait qu'effectivement, comment nous générons beaucoup de recettes et nous contribuons beaucoup au budget de l'État. Lui, il parlait comme gouvernance au centre du Katanga. Et qu'il pensait qu'on pourrait retenir à la source à leurs recettes générées directement. Et ce sont là les débats qu'on était en train d'apporter dans la conférence de gouverneur. Parce que chaque chef d'entité devrait nécessairement faire le plaidoyer pour sa province. Aussi, c'est là que nous sommes aussi en retard par rapport à cette décentralisation, c'est que normalement on devrait déjà commencer à organiser les élections même au niveau local. Au niveau local. Parce qu'à ce jour, il y a des conflits entre les chefs de chefferie et les chefs d'entité déconcentrés.
il y a les administrateurs du territoire, il y a des conflits par rapport à la manière dont on gère les recettes à ce niveau-là. Parce qu'il est reconnu à la chefferie à pouvoir collecter des recettes pour les comptes de la chefferie, mais pas pour les comptes de l'État, pas pour les comptes de la chefferie. Et cela doit servir beaucoup plus à développer ces entités-là. C'est ça dans la phase de la mise en œuvre. C'est là que je rentre dans ce que juste a dit sur le renforcement des capacités des acteurs. Parce que si les acteurs étaient renforcés, hein, si on organisait des réformes profondes et on appuyait, on accompagnait, l'État aussi accompagnait ces réformes-là, peut-être qu'on n'en serait pas ici aujourd'hui. Et on parlerait peut-être d'une réussite totale de cette décentralisation-là. Mais tout simplement, les politiques est en train de traîner les autres secteurs de la vie sociale par rapport aux compétences dévolues aux uns et aux autres, et par rapport aussi au mode de gestion et d'organisation des entités. Là, il faut quel type de réforme? J'ai vu par exemple, il faut par exemple au niveau de l'administration, parce que les chefferies aujourd'hui doivent accepter avec le mode de gestion aujourd'hui qu'il y a des chefferies qui prennent de la vie d'une ville, par exemple, d'une ville. Et alors, il faut accepter cela. Parce qu'aujourd'hui, hier, la France, hein, la France était à Avignon, aujourd'hui c'est Paris. Hein? Et la principauté de Monaco a accepté cela. Il faudrait que cela. Tout ça, c'est dans la mise en œuvre de cette réforme-là de la décentralisation. Et je crois aussi, et c'est ce qui est important, c'est le fait que les politiques doivent accepter que nous puissions arriver à organiser les élections, commencer à organiser les élections au niveau des entités territoriales décentralisées, au niveau de la base. Donc, la chefferie aussi, on doit s'organiser les élections au niveau de la chefferie. On doit s'organiser les élections au niveau des communes. On doit s'organiser les élections au niveau des mairies, et ainsi de suite. Parce que, comme nous connaissons ici, on a comme impression qu'on doit se faire organiser les élections provinciales et nationales et des sénateurs. Non, c'est terminé. C'est ce que je dis, ce que vous avez dit pour répondre à votre question. C'est que dans la phase de la mise en œuvre de cette décentralisation-là, et puis on doit accélérer ce processus-là pour permettre à ce que l'administration soit rapprochée aux administrés. Merci. Maître Edouard. Oui, évidemment, c'est à ce point-là que se situe au fait la grande problématique. Pourquoi est-ce que ça doit réussir sur le plan politique, administratif, mais du côté financier, ça pose problème? Bon, en fait, ça n'a pas encore réussi sur le plan politique. C'est juste sur le plan juridique que ça réussit. Il y a un arsenal juridique qui organise le fonctionnement de ces entités par rapport au pouvoir central. C'est seulement à ce niveau-là que l'autorité publique ou alors les politiques c'est limité. Mais au niveau de l'application, et c'est au fait ça, parce que quand on parle du politique, c'est l'homme politique au fait. C'est la volonté de pouvoir réussir cette décentralisation. C'est au fait à ce niveau que ça bloque. C'est cet homme politique ici qui a influencé la mise en place de cet arsenal juridique. C'est à ce niveau que les choses n'ont pas encore marché. Parce que, juste l'a dit, lorsque d'une manière illégale, on demande aux entités de ramener les recettes à Kinshasa pour qu'en fait Kinshasa puisse rétrocéder. N'est-ce pas? C'est l'homme. C'est l'homme, ce ne sont pas les textes. C'est l'homme qui décide à ce que les recettes puissent monter pour qu'en fait les recettes. Et là, il décide sur base de quel texte? Non, c'est de l'arbitraire. C'est du banditisme administratif. Et donc, c'est sur base de rien du tout. Et c'est là au fait que je reviens pour me poser la question de savoir est-ce que cette décentralisation était une nécessité pour nous? C'est au fait une question qui doit amener un grand débat. Et moi je me dis, selon moi, en tout cas je ne trouve pas la nécessité de cette décentralisation si l'homme lui-même n'est pas décentralisé. Parce qu'en fait on peut lancer un processus lorsque la personne qui est, n'est-ce pas, qui est appelée à pouvoir mettre en place ces processus, elle-même, elle n'est pas disposée à pouvoir le faire, et donc ça ne réussira pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On nous a créé 26 provinces. Mais l'État n'a pas réfléchi, n'est-ce pas, sur le moyen de viabilisation de ces provinces. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en train de suivre le gouverneur de la Mongala. Il vous dit que toute la province fait les recettes de $6 000 par mois. Imaginez-vous, ça c'est les recettes de la commune de Kadoutou.
Et après avoir émietté et tout, il présente 6 000 $. Maintenant, toute une province fait les recettes en tout et pour tout au cours d'un mois, 6 000 $. Donc, vous imaginez avec ça comment cette entité peut se développer. Et donc, je pense qu'aussi avec ça, il faudrait que l'on puisse aussi réfléchir, n'est-ce pas, sur la mise en place de ce qu'on a appelé la Caisse nationale de péréquation. Oui. Pour parvenir aussi à aider. Parce qu'évidemment, même si l'on pouvait concéder, même si le gouvernement central pouvait concéder à ces principes-là de la retenue à la source, il y a des provinces, même si elles retenaient, elles ne peuvent pas être à mesure de pouvoir financer, n'est-ce pas, le projet de développement en elles-mêmes. Et donc, il faut que la Caisse nationale de péréquation puisse aussi fonctionner pour permettre à ce qu'il ne puisse pas y avoir déséquilibre, n'est-ce pas, en fait, déséquilibre dans la gestion des entités au niveau national. Donc il y a encore du travail qui doit encore être fait, mais nous insistons beaucoup plus sur la volonté de l'homme, sur l'homme congolais. Parce que si l'homme change, si l'homme comprend que la décentralisation c'est une nécessité pour nous amener vers le développement, nous espérons qu'on peut mettre en œuvre tous les mécanismes qui permettent à ce que cette décentralisation puisse réussir. Et merci bien pour cette province-là, 6 000 balles, 6 000 $ par mois, on s'imagine. En fait, vous proposez cette mise en place de la Caisse nationale des péréquations pour permettre bien sûr aux provinces de se développer, surtout les provinces qui n'ont rien. Et il y en a qui pensent également que peut-être l'option là du fédéralisme serait la meilleure. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la pire des solutions. Bon, moi, dans la ligne politique actuelle, et sécuritaire aussi, ça ne peut pas marcher. Hein. Premièrement, moi je crois qu'on ne fait pas des réformes par complaisance, on ne fait pas des réformes pour des réformes. On fait des réformes étudiées et mûrement réfléchies pour savoir comment développer notre pays. Et vraiment, il faut être trop réfléchi pour diriger les affaires publiques, et il faut évaluer les options, et c'est ça l'essence même des cabinets, des centres d'études spécialisés, des centres d'études stratégiques aussi, pour essayer de lire le futur de notre société. Nous dire que sera le Congo dans 20, 50, 100 ans. On ne peut pas faire des réformes en désordre lorsqu'on fusille des gens en plein jour dans la ville de Bukavu, lorsqu'on fusille des gens à Goma, partout. Donc nous sommes dans un État qui n'a pas si maîtrisé son armée. Donc on a une armée vraiment difficilement maîtrisable jusque-là. Il y a beaucoup de réformes pour constituer une armée républicaine. Oui. Il y a des gens qui sont tués chaque jour. Donc, si l'État commettait la bêtise de pouvoir accéder par émotion, par pression populaire à ce fédéralisme, on risque de créer plusieurs États. Et plusieurs États qui seront dominés par des pays voisins. Parce que naturellement, je vous dis, si la province qui vous devenait un État, il sera contrôlé automatiquement. Ça ne sera pas par nous. Ça on doit être ici. Quelqu'un de plus puissant. C'est pas une bonne proposition. Non, vraiment, on n'a pas cette maturité pour accéder à cela. C'est un luxe. On doit savoir s'organiser déjà à fond. On doit savoir maîtriser les instruments du pouvoir à tous les niveaux. On doit apprendre à respecter d'abord nos lois et à être fier d'être congolais. Parce que moi, je me dis, par exemple, la solution des meurtres, des désordres qui se font avec des bandes criminelles, il fallait peut-être donner à tout un citoyen une arme. Mais est-ce qu'on a la maturité de faire ça? Les droits de port d'armes. Donc ce sont des questions il y avait un débat sur ce plateau, je me rappelle, il y a 2 ans. Faut-il permettre maintenant, comme il y a cette incapacité-là à sécuriser les gens, faut-il permettre revoir comment revoir la loi et permettre à chaque Congolais d'avoir au moins son arme? Il y avait des discussions comme ça sur cette table de radio-télévision. C'est une question de la maturité de notre peuple, une d'éducation civique et citoyenne. C'est de la pédagogie. On est dans une forme de pédagogie perpétuelle. Déjà avec la démocratie, on est à tête à prendre. Ça évolue tant bien que mal. N'essayons pas de faire trop de pression par des innovations inutiles. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a trop de promesses faites. Je crois qu'on l'a dit ici, on y est revenu plusieurs fois. Soyons sérieux, respectons nos lois. C'est ça le départ. Si on ne respecte pas nos lois, personne ne nous prendra au sérieux.
on ne va pas exiger aux étrangers qui viennent au Congo ou bien aux étrangers qui sont en coopération avec notre pays de venir respecter nos lois lorsque nous-mêmes nous avons du mal à respecter. Ça fait 15 ans que la constitution actuelle est là, on ne l'a jamais respectée. Je crois que c'est un travail de fond qui doit se faire dans nos partis politiques, qui doit se faire au niveau de la société civile, dans nos églises, dans nos familles, pour arriver à éduquer les gens à une citoyenneté responsable. La gestion de l'État, ce n'est pas l'émanation d'un individu. C'est les peuples, nous sommes en démocratie, et les peuples doivent être bien éduqués et bien préparés pour savoir comment fonctionne le pays et à quel niveau on peut influencer. Parce qu'il n'y a pas de... Moi, je crois qu'il n'y a pas d'homme politique éternel. Le processus est continu et perpétuel. Et les gens qui sont considérés aujourd'hui comme des gens politiques, peut-être demain seront ministres, gouverneurs, etc. Donc, c'est toute la société qui a l'obligation de pouvoir gouverner à sa destinée. Et il faut vraiment éduquer la population, il faut renforcer nos cours de citoyenneté dans des écoles primaires, secondaires et universitaires. Ce sont des affaires vraiment publiques qui nous concernent tous et non pas une portion des gens qui se targuent le CNX de croire qu'ils doivent tout piloter. Non, non. Nous sommes les Congolais, nous sommes des citoyens dignes du Congo. Ensemble, on doit contribuer, on doit faire une brique pour que l'édifice Congo soit debout et utile. Merci. Pascal. Oui, c'est très important. Il y en a qui pensent que c'est mieux de changer un tout petit peu parce qu'apparemment, avec la décentralisation, il y a trop de limites. Bien sûr, il y a des textes qui sont là mais qui ne sont pas respectés. Malgré les appels à respecter ces textes-là, faut-il changer carrément? Non, non, je ne dirais pas. Ça serait fatal si les gens allaient d'une manière précipitée vers le fédéralisme. Par contre, nous pouvons dire que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'avancer, mais tout doucement. Mais il faudrait travailler sur l'homme, comme on l'a dit ici. Il faut travailler sur l'homme. Ce qui importe d'ailleurs aujourd'hui, c'est que quand vous voyez tout le cycle électoral qui est organisé chez nous en RDC, ce sont des situations qui nous amènent à pouvoir consolider notre démocratie et cimenter cette décentralisation. Mais par contre, ce que nous reprochons à nos dirigeants, c'est le fait tout simplement qu'ils ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de leurs électeurs du peuple. C'est-à-dire qu'au travers des violations manifestes de la loi que nous sommes observés aujourd'hui. Parce que si la loi ou l'Assemblée nationale ou provinciale arrive à voter, par exemple, un édit ou une loi, ou plutôt une loi au niveau de Kinshasa, là je fais les autres, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale ou à la province au niveau d'édit, ça a un caractère de la loi et nous devons l'appliquer comme tel, pas y aller dans la violation. Mais aussi, c'est très important dans la décentralisation, il faudrait aussi veiller dans cette réforme à lutter contre l'impunité à outrance, parce que nous avons une question de rendre compte. Mais si vous rentrez dans le fédéralisme, comme vous voulez l'évoquer ici, attention, c'est très dangereux. Parce que notre pays, n'oubliez pas que notre condition est ici de la belligérance. Et qu'elle est taillée de cette façon-là. Bien sûr, toute réforme qui sera engagée dans ce sens-là doit tenir compte aussi. Mais comme il n'y a plus presque de belligérance comme à l'époque, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Il y en a, parce que nous avons des groupes armés actifs, non actifs dans ces pays et qui sont en train d'interagir au travers, c'est pas moi, ceux qui sont dans les systèmes, dans les institutions peuvent savoir, mais ceux qui sont en train de voir. À l'époque, le pays était divisé en trois. Non, c'est ce qui se passe par exemple à Béni. C'est ce qui se passe par exemple à Haut-Plateau et Consul-là-bas. Vous avez suivi récemment, ici moi je ne le dis pas, c'est suivi sur une chaîne périphérique, qu'il y a des incursions au niveau de la plaine. Ce sont des situations qui nous mettent en difficulté. Ils vont travailler avec qui? Donc il doit y avoir aussi comment dirais-je, les alliés qui sont à l'intérieur, qui interagissent avec eux. Tout ça, nous devons éviter. Donc le fédéralisme en soi doit nous prédisposer à avoir une culture de prévention pour ne pas tomber dans ce qu'on peut comme les conflits ethniques et interethniques. C'est très important. Parce qu'il faut savoir, cher ami, que si on se verse dans cette aventure-là d'une manière irresponsable, eh bien, ne vous en faites pas. Il y a un petit monsieur qui va vous dire, non voilà,
Moi, je prends Kadoutou, et Kadoutou va partir, et personne d'autre ne pourra arriver à Kadoutou. Ouais. Et tout ça, ce sont des choses que nous devons éviter pendant que nous avons déjà construit dans la décentralisation. Et donc, l'impunité, oui, il faut nécessairement lutter contre l'impunité, s'attaquer ou alors déférer devant les instances, tous ceux-là qui sont en train, n'est-ce pas, de dilapider les recettes de l'État. Hein? Il faut faire fonctionner la justice aussi. Tout ça, parce qu'on peut construire une nation si la justice reste par terre. C'est difficile. Voilà pourquoi je voudrais peut-être dire à l'intention de ceux qui nous suivent ici que sur ce plateau, je peux conseiller à ce que l'on ne puisse même pas à ce stade en parler. C'est pas une bonne idée. Non, parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts dans ce pays. Pour organiser certaines choses comme les États-Unis qu'on sont là-bas, il faut, ça date, c'est une question qui a été menée pendant plusieurs années. Des siècles. Des siècles. Et donc, je crois que, je suis d'accord qu'on puisse s'activer d'une manière sérieuse et profonde à pouvoir soucier l'implication de tous les acteurs politiques, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des églises, que ce soit au niveau, même le plus bas niveau que de communautés ethniques, n'est-ce pas, tribal, que chacun, à ce qui les concerne, puisse contribuer efficacement pour la croissance ou l'accroissement, n'est-ce pas, merci, de nos entités décentralisées, en veillant beaucoup plus sur la bonne gestion par rapport à la charge qu'on les raccorde. Merci M. Pascal. Ça fait 15 ans depuis que la Constitution a été votée par référendum en décembre 2005 et puis en 2006 il est entré en vigueur et puis la question que l'on se pose à l'époque, Maître Makala, vous êtes de l'IDPS qui n'avait pas qui avait appelé à ne pas participer au référendum, etc. Donc qui n'a pas voté cette constitution-là. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, ce sera vraiment facile d'appeler à l'application de cette constitution que l'on n'a pas votée pour que la décentralisation puisse être vraiment effective. C'est vraiment possible, ça? Bon, en fait, le respect de la constitution. Oui. Permettez que je puisse prendre cet appel. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. C'est Namir Katikima. Semblé à la première question que vous venez de poser à Makala, je pense que avoir voté par référendum la Constitution, par oui ou non, si la majorité de la population congolaise a voté à 51%, donc à la majorité, tout le monde doit être obligé à s'incliner. Et c'est pourquoi même la diversion qui sont en train de nous faire qu'ils n'iront pas aux élections en 2023. En tout cas, ils doivent se préparer à nous organiser des élections. Si on voulait correcter pour respecter l'alternance. S'agissant maintenant de la question sur le plateau, je pense que ce que vous venez de dire, Katagondoa, que nous sommes encore loin d'appliquer la décentralisation. Certainement, nous sommes loin. Parce que la loi, les textes sont la chimère. Tenez, quand on dit que pour le conseil de chefferie, il faut 15 représentants par exemple, mais il y a des collectivités, des secteurs qui comptent plus des groupements parce que le conseiller provincial des groupements qui compte moins ou plus. Qu'est-ce qu'on ferait par exemple pour une chefferie qui a plus de groupements ou moins? Savez-vous que tout Chabunda ne compte que 7 groupements, les deux secteurs réunis? Il y a celui qui a 4, l'autre qui a 7. Et les infrastructures de fonctionnement de ces organes-là, je ne parle même pas des animateurs de ces nouveaux conseillers des chefferies, des communes ou du comité urbain. Nous voulons tout simplement qu'il y ait transparence dans la gestion des administrateurs actuels qui sont appelés à gérer pour que réellement la population puisse sentir l'effet qu'il y a eu changement. Mais plus on ajoute les organes, je pense que ça ne sera pas bon parce que ça sera budgétivore. À mon niveau, je voudrais même qu'on supprime le Sénat et qu'on réduise même le nombre de députés. Pour les conseils des chefferies, par exemple, on parle des groupements, mais on ne parle même pas de la population qui
se trouve dans ce groupement là-bas. Un groupement qui a 3000 habitants, qui sera représenté par un conseiller de chefferie, et un autre groupement qui a plus de 100 000 habitants dans mon territoire à Walloum. Il y a des chefferies, des groupements où vous pouvez facilement compter enfants, hommes adultes, y compris plus de 100 000 personnes, parce qu'on enrôle 33 000 personnes. Les enfants, ceux qui ne sont pas enrôlés, ils peuvent également être les doubles ou autre chose. Donc nous voulons qu'on y aille mollo. Merci. Et cette transparence là-bas. Merci. Mais également l'alerte que j'ai dit. On a évincé le gouvernement Ilungankamba pour résoudre nos retenues à la source, pour n'avoir pas appliqué la non retenue à la source. Nous tenons les amis à ce qu'ils permettent maintenant les animateurs actuels sur place de retenir à la source les 40% et non la rétrocession parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Merci. Merci monsieur Namir Katintima, merci beaucoup. Merci pour ces longs appels. Merci quand même pour la contribution. Oui. En fait, j'ai été rapidement parce qu'on est en train de terminer exactement. Oui. Le respect de la Constitution n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que le président de la République lui-même a prêté serment sur cette Constitution-là et il est tenu à la respecter. D'accord. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de débat par rapport à est-ce qu'il va appliquer les règles de la décentralisation dans une constitution que son parti à l'époque avait appelé contre lesquelles avait appelé au boycott. Donc, le président de la République a l'obligation, n'est-ce pas, de respecter cette constitution, mais également l'autre problème qui a fait à ce que la décentralisation n'a pas réussi, c'est les ressources internes. En fait, la décentralisation demande à ce que l'État puisse avoir beaucoup de moyens. Mais lorsque nous rentrons sur la production interne, il n'y a pas de production. Et donc, à un moment, l'État se retrouve, il n'a pas assez de moyens. Et c'est ce qui fait aujourd'hui à ce que les assemblées provinciales font plus de 12, 13, 15, 16 mois, 17 mois sans être payées. Maintenant, à côté de ces assemblées provinciales qui ne sont pas payées, si nous descendons dans des conseils urbains, nous allons dans des conseils de chefferie, nous rentrons, je ne sais pas, vous allez vous rendre compte que c'est un processus qui requiert à ce que l'État puisse avoir beaucoup de moyens, mais malheureusement, l'État ne produit pas assez et ça va faire à ce que ce processus puisse encore être retardé. Une minute de conclusion. Pour conclure, je crois que nous devons continuer à croire en la République démocratique du Congo et nous devons travailler beaucoup plus sur l'homme congolais. Parce qu'au fait, le développement commence par le développement de l'homme lui-même. À partir du moment où chacun, individuellement, dans sa famille, dans son organisation, dans son quartier, dans sa ville, dans sa commune, dans sa province, sera animé de l'esprit de développement, je pense qu'à ce moment-là, nous allons assister à un certain développement collectif et le pays va se développer. Merci. Juste, conclusion s'il vous plaît. Merci beaucoup. En conclusion, je crois que le débat était intéressant. La décentralisation, c'était une vraie opportunité pour notre République démocratique du Congo, mais malheureusement, il n'a pas eu des acteurs vraiment assez efficaces et bien préparés pour pouvoir implémenter ces processus très exigeants. Et que donc, dans la nouvelle phase, avec le nouveau gouvernement qui sera mis en place d'ici là, je crois qu'il y aura cette souplesse et ce patriotisme de pouvoir respecter d'abord les lois et faire en sorte que chaque pouvoir puisse s'exercer selon le niveau de compétences lui attribuées. Merci. Et à ce titre, on pourra avoir peut-être des résultats un peu différents. Merci Aganzé. Bref conclusion, Monsieur Pascal. Oui, merci beaucoup. Pour terminer, je voudrais peut-être dire que c'est une aubaine. Une aubaine, pourquoi? Parce que je pense que le gouvernement qui sera mis en place pourra s'activer à pouvoir relever les défis. Parce que depuis les défis de 18 ans peut être du règne que la population était en train de décrier aujourd'hui, on pense qu'ils vont devoir pouvoir corriger en tenant compte, n'est-ce pas, de tous les instruments juridiques qu'on a mis déjà en place afin que cette décentralisation puisse être démise. Merci. Je voudrais terminer en disant encore de nouveau que si
si le gouvernement veille d'une manière efficace sur le respect des lois de la République, sur le respect même de la Constitution qui est notre loi des lois, et en acceptant que les pays, donc les États décentralisés, puissent retirer, faire des retenues à la source pour pouvoir financer, n'est-ce pas, l'économie, pour financer le développement, je pense qu'on ne serait pas à ce stade. Et ensuite, merci, monsieur. Je peux dire que l'État n'a jamais été pauvre. L'État a de l'argent. L'État a de l'argent et on ne peut pas s'élever. Autre mesure, c'est que nous avons de la confiance que réellement, si l'homme congolais est construit, eh bien, je pense qu'on n'aura pas à se plaindre dans ce pays. Merci. Et donc, c'est l'État qui rend sa population pauvre. Comme il a de l'argent. Merci, monsieur Pascal Katagondwa. Vous êtes l'un des cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Vous êtes à l'opposition républicaine. Déjà. Oui, ils sont déjà à l'opposition républicaine. Ça, vous ne le saviez pas. Non, je ne savais pas encore. D'accord. J'attendais ce que je... Vous êtes à l'opposition républicaine. Merci beaucoup. Merci, monsieur Pascal. Le PPRD, c'est le parti cher à l'ancien président Joseph Kabila. Merci à monsieur Edouard Makala, maître Edouard Makala. Vous êtes secrétaire fédéral, chef de département justice et droits humains à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ici à Bukavu. Merci. Vous êtes au pouvoir. Hier, vous étiez au pouvoir, vous étiez à l'opposition. C'est ce qu'ils avaient oublié. Ça a changé, sauf qu'il y en a qui sont en train de quitter les PPRD pour l'Union sacrée. Non, c'est un choix, hein, c'est une option. Merci bien. Peut-être que demain, il va encore quitter. Il va rentrer. Ce sont des enfants. Merci beaucoup. Merci aussi à Ganze Chibembe Juste, expert en décentralisation et gouvernance au cabinet Kivu Global Development Initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mitima de la Chance. Merci beaucoup à tous les co-débatteurs. Merci beaucoup à la population citoyenne qui reste scotchée à cette grande chaîne. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, j'ai eu beaucoup de bips plutôt. Je n'ai pas eu des messages aujourd'hui. C'était plutôt des bips et je vous en remercie quand même. C'est la preuve que vous étiez en train de suivre l'émission Débat. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu dans un autre numéro de l'émission Débat. Je suis Mitima de la Chance. J'étais très heureux de vous présenter cette émission. Jean-Marie Chokano, que nous avons appelé Alain Moloto, nous-mêmes nous savons pourquoi ici. Alors c'est lui qui était à la technique télévision alors que la technique radio était assurée par Liku Lusombo. Jusqu'à la prochaine occasion, restez branchés sur RTNK. Vous voulez participer dans cette émission, c'est vraiment possible. Je continue à encourager les femmes et les jeunes filles à participer dans les débats des RTNK. Les numéros, c'est les 09 92 11 30 86 09 92 11 30 86. On se contacte la semaine pour discuter des sujets à débattre. Jusqu'à la prochaine occasion. Bye bye. Merci.